Donc en fait, moi je suis Nicolas Cerruti et je travaille à l'Institut technique des oléagineux, des oléoprotéagineux en France, qui s'appelle Terra Innovia. Et en fait, voilà, ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu notre approche, là où on en est arrivé dans nos réflexions pour la gestion des ravageurs. Donc on est parti avec une des problématiques de gestion des ravageurs du colza à l'automne. Et ça nous a amené, vous allez voir, à des réflexions un petit peu différentes que simplement le fait d'avoir un problème, une solution chimique. On a essayé de réfléchir plus loin et je vais essayer de vous montrer pourquoi. Donc c'est un travail, moi je me fais un peu le porte-parole du projet, je vous présente ce qu'on a fait. On est une équipe, on est plusieurs personnes et voilà, j'ai cité des gens sans qui cette présentation et le projet ne pourraient pas exister. Et donc je pense à Sylvie qui est parmi nous ici, qui est une personne qui travaille beaucoup sur le terrain, qui nous fait de la collecte de données et qui fait des déterminations d'insectes également, qui est très investi. Et puis Mickaël aussi, Joloun, qui accompagne le collectif d'agriculteurs. Et puis aussi Céline Robert qui n'a pas pu être ici mais qui participe activement au projet. Donc en fait, je voulais vous mettre une petite diapo de contexte en fait, pour dire que voilà, les interventions chimiques, ça reste aujourd'hui le premier moyen de lutte contre les insectes ravageurs. Donc pour limiter les dégâts en grande culture, et que de mon point de vue, les stratégies qui sont uniquement basées sur la chimie, elles sont plus porteuses pour l'avenir, pour plusieurs raisons. Une des raisons principales qu'on a nous en France comme problématique, là je vous ai mis une carte qui correspond aux résistances de l'altis d'hiver aux pyrétrénoïdes. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que là en Bourgogne, nous sur la région Bourgogne, c'est vraiment le berceau de l'acquisition de résistance des altis aux pyrètres, et que c'est des phénomènes qui sont assez forts, qui font que les insecticides ont été, l'efficacité a chuté drastiquement. Ça a conduit à des impasses techniques et aux agriculteurs à diminuer très fortement les surfaces. Donc on a des départements qui ont été assez sinistrés vis-à-vis du colza, et pourtant le colza avait une place très importante dans les assolements, c'était un peu une clé de voûte. Et donc ça a conduit à différents problèmes, et c'est ça qui a été le point de départ de notre démarche. Au-delà des résistances, il y a ce que vous savez aussi, tous les impacts, les effets qu'on appelle non intentionnels des insecticides sur la biodiversité, sur la pollution de l'eau, de l'air, des différents compartiments, etc. Et puis il y a aussi quelque chose que je cite beaucoup, c'est la notion de dépendance aux intrants. On est tributaire, quand on utilise les intrants, des homologations de produits, des retraits aussi de matières actives. Vous n'êtes pas sans savoir, vous avez entendu parler aussi des problèmes de néonicotinoïdes, des problématiques de jaunisse sur betterave, etc. Et donc, en dernier point, ces stratégies uniquement basées sur la chimie, elles vont aussi à l'encontre de ce qui est régulation biologique, puisque les insectes auxiliaires, on les tue aussi quand on applique des produits, vous le savez. Et ces régulations sont un facteur de résilience aussi des systèmes. Donc c'est ça qui nous amène un peu à réfléchir, à changer un peu notre vision, notre conception de la gestion des insectes. Aujourd'hui, donc on est encore majoritairement sur des interventions chimiques, donc c'est de l'individuel, c'est des stratégies qui sont entre vous déconnectées les uns des autres, qui sont sur du curatif au coup par coup. C'est un levier qui est puissant, la chimie, mais dans ce cas-là, c'est un levier qui est unique. Donc ça, c'est un peu le modèle qui est en train de s'effriter, on va vers autre chose. Vous savez qu'il y a des effets négatifs, nombreux, je les ai cités tout à l'heure. Et on est sur des échelles, sur un travail à l'échelle parcellaire. Et demain, peut-être qu'on va, je l'espère, sur des actions qui sont plus concertées entre acteurs. C'est un peu ce que Thomas m'a dit. Voilà, il m'a expliqué que vous n'aviez pas forcément d'organisation vous collective. Nous, on est en train d'y réfléchir. On le met en place. Et comme pour la gestion de la qualité de l'eau, je pense qu'il y a vous savez qu'on travaille sur des bassins versants, en concertation entre acteurs. Je pense que sur la gestion des insectes, il y a pas mal à faire aussi à ce niveau-là. Et donc, ça serait des stratégies qui sont avec des leviers, plusieurs leviers à effet partiel, comme des associations d'espèces, comme des stratégies alternatives. On va en parler tout à l'heure, je vais rentrer dans le dur avec un exemple très concret.
Et le but, c'est d'avoir des effets négatifs qui soient restreints sur les écosystèmes. Et puis là, on n'est plus sur l'échelle uniquement parcellaire, on est sur un emboîtement d'échelle. Donc on considère les espaces cultivés, les bordures de champs, bah vous le faites chez vous, hein, avec les ourlets, les bandes fleuries, etc., qui sont au bord de champs. Et puis, nous, on a des réflexions aussi à l'échelle territoriale. On est sur un projet collectif, donc on a 10 agriculteurs, on est sur 1300 hectares et on réfléchit vraiment à une échelle beaucoup plus globale, quoi. Échelle du paysage. Donc ça, c'est pour illustrer un peu que de notre point de vue, alors je parle à des convaincus, je pense, parce que chez vous, j'ai vraiment ressenti en Suisse, là, cet après-midi, sur les visites, que vous aviez un équilibre entre espace naturel, semi-naturel et espace cultivé. En France, c'est pas toujours le cas. C'est aussi pour ça que j'ai fait ces diapos, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont écouter ça va être rediffusé, donc je voulais le signaler. Je pense que c'est important d'essayer de rétablir un équilibre entre nature, donc quand j'entends nature, c'est espace semi-naturel, espace non productif, et puis agriculture. Les parcelles cultivées, vous le savez, c'est des milieux qui sont assez instables et qui ne sont pas toujours hospitaliers pour la biodiversité. On a des traitements, on a du sol nu, on a des changements fréquents de culture, du bouleversement de sol par le labour, etc., le travail du sol. Et une diversité florale qui est très faible, parce que c'est ce qui est recherché, on ne cherche pas à avoir des adventices partout dans les parcelles. Et ces milieux, en fait, ils ne peuvent pas répondre à tous les besoins des insectes auxiliaires, et c'est pour ça qu'on a besoin aussi d'avoir ces milieux qui soient non productifs, non cultivés, qui soient plus stables, plus diversifiés, et qui, s'ils sont entretenus de manière convenable, peuvent remplir différentes fonctions pour la biodiversité, fournir un habitat qui soit temporaire ou pérenne pour les auxiliaires, et servir aussi de réservoir d'auxiliaires. À partir de ces milieux, les auxiliaires vont aller dans les parcelles agricoles pour faire leur boulot de régulation biologique. Et donc voilà, l'idée, c'est de faciliter aussi les échanges entre les milieux semi-naturels et puis les parcelles cultivées. Donc ces espaces-là, pour moi, c'est des espaces qui remplissent des fonctions vraiment essentielles pour cette production agricole. Donc là, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, mais parce que je pense que vous êtes impliqués, vous connaissez, je pense, ça pour la plupart, mais je voulais quand même refaire un petit focus sur les différentes fonctions. Là, si vous avez une parcelle en fait de tournesol, en fait, si on a des ourlets, si on a des arbres isolés, des bandes fleuries, voilà, on a différentes fonctions qui peuvent être remplies, que ce soit donc des refuges temporaires. Dans des journées comme aujourd'hui, il fait très chaud, vous verrez pas trop de cirques ou pas trop de parasitoïdes dans les parcelles, ils sont vraiment au pied des haies, parce que les températures chutent, parce que l'environnement leur est plus favorable. Donc c'est des fonctions de refuge temporaire, de sites d'hivernage, des espaces aussi qui permettent la circulation, parce qu'on a une notion de corridor écologique, hein, qui permettent la circulation de ces espèces d'un milieu à un autre. Et puis ils vont rechercher des proies ou des hôtes pour les parasitoïdes, à la fois dans ces différents milieux. Et donc l'idée, c'est bien, comme je le disais, de faciliter que ces milieux puissent permettre les échanges en fait, entre ces différents habitats. Donc il y a des fournitures de nectar et de pollen aussi, hein, c'est ça que les insectes auxiliaires recherchent en majorité, surtout les auxiliaires volants. Et donc il y a enfin des espaces qui vont constituer aussi des habitats permanents qui ne sont pas perturbés, dans lesquels cette biodiversité va pouvoir s'épanouir, s'installer durablement, et puis à partir de là recoloniser après les milieux agricoles. Donc, ceci étant dit, c'est un peu une introduction. Hein, en quoi une approche collective et territoriale peut être intéressante concernant les insectes? Je pense qu'en fait, il y a la notion que les insectes sont très mobiles et qu'ils utilisent un peu tous les compartiments de l'environnement. Je l'ai montré juste avant. Et que les actions d'un agriculteur seul, elles ont un poids qui est relativement réduit par rapport à leur cycle, par rapport à leur état populationnel général. Elles sont ponctuelles, elles sont localisées et elles sont aussi sur la dépendance des pratiques des agriculteurs voisins. C'est pour ça que je pense qu'il y a intérêt de pouvoir réfléchir avec les voisins aussi pour pouvoir avoir des stratégies qui ont plus de poids, plus d'impact. C'est ce qu'on essaye de faire sur le projet R2D2. Pour pouvoir anticiper, agir en amont des pullulations. Là, on n'est pas sur le fait d'avoir une pullulation et on intervient, mais c'est plutôt de mettre en place différents leviers qui vont permettre d'éviter justement qu'il y ait des débordements au niveau des ravageurs.
Donc le fait de travailler en collectif aussi, ça peut permettre d'agir sur de synchroniser les actions et d'agir sur des surfaces plus conséquentes, des surfaces qui ont plus de poids. Donc je vais l'illustrer tout à l'heure, ça reste encore peut-être un peu flou pour vous. Et puis il y a la notion en fait de répartir les efforts, de s'entraider. Vous n'êtes pas les seuls à avoir une emprise sur le territoire. Il y a d'autres acteurs. Il est possible de faire des choses aussi avec ces acteurs pour aller dans le bon sens. Donc le projet R2D2, rapidement, donc là vous avez une carte qui représente un peu les surfaces. Donc je vous ai dit sur 1300 hectares environ, on est sur 10 agriculteurs impliqués, plus un réseau d'agriculteurs qu'on dit satellites, qui sont en fait des agriculteurs qui sont un peu excentrés par rapport à cette zone, mais qui ont choisi de participer au projet, de s'impliquer, de venir assister aux réunions autour de plaines, etc. et qui, sur leur ferme, souhaitent expérimenter des leviers à leur échelle et tester des choses qu'on teste aussi avec le collectif R2D2. Donc l'objectif du projet, c'est bien d'accompagner des agriculteurs. Je vous ai parlé au début des problèmes d'impasse technique sur Altice, d'insectes résistants, etc. C'est de les aider à réduire ces dégâts d'insectes tout en réduisant les applications d'insecticides. C'est un projet défi éco-phyto, donc il y a un objectif de réduction des phytos, des insecticides notamment. Et puis, en fait, c'est aussi un territoire pilote dans lequel vous avez parlé du projet Oxygène tout à l'heure, on n'est pas sur le même principe, là on n'est pas sur de l'expérimentation factorielle, on est vraiment sur un dispositif, un observatoire où on va mesurer les paramètres, au fur et à mesure qu'on met en place des actions, on va voir comment la trajectoire évolue. Le témoin en fait c'est un peu l'état zéro, et on va voir comment ça bouge en fait au fil du temps. Donc on regarde les ravageurs, les principaux ravageurs de culture, on n'est pas que sur colza, en fait c'est sur les cultures principales, colza, blé, orge, pois, tournesol notamment. On regarde les auxiliaires, on regarde les régulations biologiques. Donc on a un indicateur, nous, qui est par exemple les taux de parasitisme. On regarde comment les altises, les CBT, etc. sont parasités par leurs ennemis naturels et dans quelle mesure. Est-ce que ce qu'on fait, ça sert à aller dans... Enfin, ça permet d'aller dans le bon sens, d'avoir plus de taux de parasitisme, etc. Et puis enfin, on va regarder aussi les rendements et les pratiques des agriculteurs, comment est-ce qu'elles évoluent au fil du temps. Est-ce que les agriculteurs changent leurs pratiques? Est-ce qu'elles évoluent suite à notre accompagnement sur le territoire? Donc ça, c'est un peu les grandes lignes du projet. Donc sur ce projet-là, on a 3 axes de travail qui sont complémentaires. Donc là, en fait, si on prend ce que vous connaissez, vous ici, que vous faites, c'est le fait de créer un environnement qui soit favorable aux régulations biologiques et aux auxiliaires de culture. Donc c'est d'avoir des habitats pérennes non perturbés, c'est d'avoir des ressources fleuries avec des ourlets ou des bandes fleuries pluriespèces pour fournir un habitat et des ressources en nectar et en pollen. C'est aussi d'avoir des pratiques, je dirais, respectueuses. On a des efforts qui sont faits, nous, sur le travail du sol, par exemple, puisqu'on sait qu'on a certains ennemis naturels de nos ravageurs, que sont les parasitoïdes, qui vont faire une partie de leur cycle en surface du sol. Quand on laboure, quand on travaille le sol, on va enterrer les cocons et on va limiter l'émergence. Donc on essaie de travailler sur cet aspect-là. Et puis, le fait de limiter les insecticides, c'est aussi une pratique qui va dans le sens de favoriser les auxiliaires, puisque vous le savez sans doute, les auxiliaires, notamment les volants, sont très sensibles aux applications d'insecticides et ils sont souvent dégagés en même temps que le ravageur. C'est-à-dire on essaye de régler le problème et on va, comment dire, s'amputer d'une partie de la solution aussi en faisant ça. Donc on a aussi ce qu'on appelle favoriser la robustesse des cultures. Donc là en fait c'est des pratiques agronomiques qui sont destinées à favoriser la pousse par exemple du colza à l'automne, avoir une fertilité du sol qui permet d'avoir une pousse rapide, des variétés par exemple aussi qui ont une dynamique plus rapide au démarrage, pour esquiver les attaques, on sème plus précocement aussi pour faire en sorte que quand les insectes arrivent, les plantes soient assez développées et moins impactées. Et puis on a aussi par exemple sur le colza, alors c'est sur le colza qu'on a le plus de leviers en fait agro, l'association avec de la févrole, etc. Des leviers qui permettent d'atténuer ces dégâts. Et enfin, donc c'est ce que je vais présenter maintenant. C'est un levier qui est un peu d'un nouveau genre, un peu innovant, qui vise en fait à créer un environnement qui est défavorable aux ravageurs. Et là, il s'agit en fait de les piéger en dehors des parcelles et de les détruire. Donc l'objectif de ce travail-là, c'est d'une part de limiter les dégâts sur la culture du colza, parce qu'on va réduire la pression, on va essayer de réduire la pression des insectes sur cette culture.
Et puis, c'est de limiter les pullulations l'année d'après, puisque quand on va détruire les intercultures sur lesquelles on va les piéger, c'est via des intercultures qu'on fait ça, et bien on va essayer de réduire la pullulation l'année M+1. Donc je vous montre en quoi ça consiste. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans le projet, c'est ce qu'on appelle des intercultures pièges pilotées. Ça, c'est Mickaël qui a inventé le terme, donc ça va être bientôt connu. Donc en fait, l'idée, c'est que vous avez ici un bois qui par exemple, une zone d'estivage ou d'estivation pour les altises. Qu'est-ce qui se passe si vous avez 2 parcelles de colza? Eh bien, vous allez avoir une répartition des insectes sur les parcelles. Voilà, c'est pas une science exacte, mais en gros, globalement, s'il n'y a que ça comme surface attractive, c'est ça qui va se passer. Et nous, ce qu'on essaye de faire, donc le cas numéro 1, c'est ça. Cas numéro 2, en fait, on essaye d'avoir dans les intercultures, donc nous on a commencé avec les intercultures longues, d'introduire en fait des espèces de crucifères qui vont permettre d'attirer les altises et de les piéger. On appelle ça interculture piège. Et donc, dans ce cas-là, on va avoir moins de pression sur les colzas parce qu'on va avoir une dispersion des insectes entre les surfaces attractives. Au départ, on a fait le pari d'implanter des espèces qui soient plus attractives que le colza en se disant probablement que si elles sont plus attractives, si les insectes aiment mieux, elles vont plus aller là-dessus. Mais à l'échelle territoriale, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que le colza reste attractif, donc de toute façon, si les altises passent par là, elles vont aller dessus. Donc les résultats sont pas toujours identiques en termes, en tout cas, de capture d'adultes sur les différents spots. Mais en gros, l'idée, c'est donc de réduire la pression sur le colza et en détruisant l'interculture piège pendant l'hiver, on détruit les larves qui sont dedans et on évite d'avoir un réensemencement, on va dire, d'altise l'année d'après. Et donc l'objectif, c'est bien de faire comme un traitement finalement, c'est de casser ces populations qui sont souvent très problématiques, très élevées. Donc de réduire l'infestation en année N+1. Donc ça, c'est le principe. Comment est-ce qu'on s'y est pris pour faire ça? On a commencé déjà à mettre en place des plateformes d'essai pour se dire, on a différentes crucifères candidates possibles pour mettre dans ces intercultures, laquelle on choisit. Et l'idée, c'était de voir déjà comment ça se comportait, comment les adultes d'altise se comportent, est-ce qu'ils vont aller dessus, est-ce qu'ils vont piquer sur les cotylédons, les feuilles, etc. Et donc on a classé en fait les différentes crucifères selon un degré de surface foliaire détruite. Là, donc plus c'est rouge, en fait, plus c'est détruit. Et donc vous voyez que la navette, moutarde, brune, et donc on a le radis chinois, la moutarde d'Abyssinie ou le colza qui sont beaucoup plus détruits, beaucoup plus attractifs que d'autres espèces comme les moutardes simples ou les radis fourragers. Et donc là, c'est vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que là c'est dans des essais, c'est en microplacettes, donc c'est en condition de choix. Les insectes, en fait, c'est comme si on leur laisse à quelques mètres près la possibilité d'aller sur l'une ou l'autre des espèces. Après, quand on passe sur le territoire, c'est pas tout à fait pareil, parce que là, les choix, ils s'opèrent moins facilement, parce que les insectes, il faut qu'ils fassent des distances en fait pour choisir, donc c'est différent. Mais en tout cas, voilà, la première étape, ça a été ça. Et on s'est rendu compte que navette et radis chinois présentaient une attractivité supérieure. On s'est dit bingo, c'est ça qu'on va mettre. Donc on s'est rendu compte après, vite fait, que la navette n'était pas forcément très simple à détruire après, et que si on voulait avoir une interculture qui se détruise bien, on avait tout intérêt à utiliser le radis chinois. Donc je pense qu'on en discutera tout à l'heure. Mickaël est mieux calé que moi pour en parler, puisqu'il a vraiment suivi au niveau du terrain ces aspects-là. Et la deuxième étape, c'était de voir au niveau larvaire. C'est bien qu'il y ait des adultes. Est-ce que les adultes vont pondre à l'intérieur? Dans quelle mesure? Est-ce qu'on va avoir des larves dans les plantes? Et pour ça, on fait, alors je ne sais pas si chez vous, vous les faites, sans doute oui, les berlaises. Voilà, vous faites aussi ça pour mesurer les larves. Donc nous, on a fait ça. Toujours pareil sur nos espèces qu'on avait dans les parcelles expérimentales. Et on voit effectivement que radis chinois, colza fourragé, navette, les insectes pondent à l'intérieur, on a un niveau de ponte important. Et il y a même des études qui ont été faites un peu en conditions plus contrôlées qui montrent que certaines espèces stimulent la ponte.
Donc le tout après, vous avez compris, c'est bien de pouvoir détruire tout ça, parce que si on stimule la ponte et qu'après on laisse les individus partir dans la nature, ça va pas forcément être génial pour le colza l'année d'après. Mais en tout cas, voilà, les premiers résultats et des essais qui ont été mis en place pour travailler cette thématique d'interculture piège. Donc là, sur le projet R2D2, c'est une pratique qui a été adoptée par 6 agriculteurs sur 21% des surfaces du territoire. Vous voyez, en fait, bon an, mal an, une année sur l'autre, c'est entre 200 et 250 hectares de surface d'interculture qu'on a mis en place, comprenant donc du radis, de la navette et du radis au début, puis surtout du radis par la suite. Donc il y a une prévision 2023 de 250 hectares. Après, la difficulté, c'est aussi les sécheresses, hein, au moment où on implante. C'est des situations qui sont assez particulières, les plateaux de Bourgogne. Et donc, il y a pas mal de sécheresse à ce moment-là. Donc, c'est un peu un point bloquant. Mais en tout cas, voilà, chaque année, il y a eu un investissement assez fort du collectif pour tester ça. Et donc là, vous l'avez compris, on réfléchit ça aussi en atelier. On regarde où sont les parcelles de colza, l'année N+1. On essaye de placer correctement ces intercultures par rapport au déplacement qu'on anticipe des insectes pour pouvoir protéger les colzas. Et donc le pilotage, il se fait aussi de manière... il y a un pilotage pour vérifier qu'on détruit bien l'interculture au bon moment, où on a piégé un maximum de larves et où les larves sont au bon stade pour pouvoir après que ça fonctionne. Donc là, c'est un peu les résultats, je vous montre... Alors c'est ciblé, hein, c'est pas... quelque chose de global au national, c'est vraiment les résultats qu'on a sur le projet R2D2. Il faut savoir qu'on a aussi des résultats, on travaille cette thématique-là au national à Terrenovia, dans plusieurs bassins de production, et on essaye de voir un peu dans quelle situation ça peut fonctionner, moins bien fonctionner, etc. Donc là, en fait, vous avez ici, alors en vert, avec le liseré jaune, c'est les parcelles de colza. Là, les chiffres, c'est les nombres de larves qui ont été détectés par plante. Ici, c'est les intercultures pièges. Donc vous voyez qu'on a, premier truc, c'est on a plus de larves en fait, dans ces suivis-là. Et autre chose qu'on a mesuré, c'est on a vérifié que au printemps suivant, on avait moins d'émergence d'adultes. Et donc ça, c'est les résultats qui sont ici en rouge. En fait, ça, c'est le cumul des captures de grosses altises au printemps dans ce qu'on appelle des cages à émergence, qui sont en fait des sortes de tentes qui vont, ça a été expliqué par Marie tout à l'heure, de Oxygène, là. C'est des tentes qui permettent en fait de capter les insectes qui sont dans le sol et qui vont émerger. Et donc ça traduit, plus il y en a finalement, là, moins c'est bon, hein, parce que ça traduit la capacité des insectes à se multiplier et à émerger le printemps d'après, quoi. Donc vous voyez que sur ces émergences, on a plus de larves et on est sur des niveaux assez équivalents en fait finalement d'émergence. Donc, ce qui signifie que dans ce cas-là, en tout cas, la destruction du couvert a permis de limiter quand même ce facteur-là d'émergence. Donc on a moins de larves, moins de grosses altises de larves dans les colzas. Ce qui fait que là, du coup, l'objectif, c'est bien... Vous voyez, c'est pas de détruire hein, là, les populations. Dans ce cas-là, c'est de réduire la pression pour qu'on soit en deçà des seuils de traitement. Et puis on a après la destruction qui, en tout cas là, semble fonctionner. Donc c'est quand même, je pense, un point assez crucial qu'il faut qu'on vérifie sur un ensemble de parcelles et sur plusieurs années pour voir qu'on travaille bien. Et donc il y a des essais qui sont en cours pour confirmer ces résultats. Donc ce que je peux en dire, c'est que de notre point de vue, c'est une action collective qui est assez originale. On n'avait pas trop de précédents là en France sur ce type d'approche. Là, l'objectif, c'est pas forcément de donner des recommandations de mise en œuvre, mais c'est plutôt de vous donner des situations pour lesquelles on a observé un effet piège et qui nous semblent être des situations qui sont favorables à l'aspect piégeage. Donc on a, au niveau de la densité de radis, les situations qui fonctionnent plutôt bien, c'est des situations où on a entre 15 et 25 pieds par mètre carré. Alors le radis peut être seul ou en association. Mickaël a fait des suivis et Sylvie sur des parcelles qui sont en association et ça semble convenir également. Il faut qu'on ait aussi, donc ça semble quand même assez important, c'est d'avoir un couvert où les crucifères attractifs soient à des stades assez proches du colza, parce que si on n'est pas sur les mêmes stades, on peut avoir des décalages d'attractivité et du coup perturber, faire en sorte qu'on ait qu'on ait un gap en fait entre le colza et l'interculture au niveau de l'attractivité.
Et puis un autre aspect qui, je pense, sera à creuser, mais bon, j'intuite un peu que ça va être important, c'est que vous imaginez si on a 100 hectares de colza sur un territoire donné, si on met 5 hectares d'interculture piège, le colza reste attractif, on risque de peu diluer quand même la population initiale. Et donc l'idée, je pense que, alors on verra si l'avenir me donne raison ou pas, mais on pense que pour avoir un succès, il faudrait qu'on ait des surfaces d'interculture qui soient à minima équivalentes sur un territoire donné à celles de colza pour avoir un effet de dilution suffisant. Donc voilà pour ça. Je crois qu'on arrive un peu à la fin de la présentation et laissez pas de place aux questions, donc je serai peut-être pas tout seul à y répondre, hein, mais bon, en tout cas, voilà, pour moi, ces actions-là, elles nécessitent de changer de paradigme, un peu de changer de vision, de conception en fait, de gestion des ravageurs. Et voilà, elles impliquent une combinaison de leviers. Et l'idée qu'on a, c'est de passer de stratégies qui sont individuelles, indépendantes, chimiques, à des situations où on a une combinaison de leviers qui sont à effet partiel et où on ne cherche pas à éradiquer les ravageurs, mais on cherche à les contenir en deçà d'un seuil de nuisibilité. Et donc là, on est plutôt sur des démarches d'anticipation et de prévention des dégâts. Pour ça, il faut repenser en profondeur les systèmes. On n'est pas sur une substitution. Il ne s'agit pas de prendre un produit et de le remplacer par un insecte auxiliaire. On n'est pas dans cette logique-là. Je pense que ça, vous l'avez compris. Et puis, on est sur le fait de prendre en compte, et ça, c'est quand même nouveau. Pour vous, ça fait quelques années, je vois que c'est présent, mais nous, c'est quand même nouveau d'essayer de réfléchir à prendre en compte non seulement les parcelles cultivées, mais aussi leurs abords, les zones non productives, les espaces fleuris, les espaces de haies, etc. Nous, c'est quelque chose qui est vraiment en train de prendre de l'ampleur, mais on est quand même moins en avance, je trouve, que vous là-dessus, et c'était très enrichissant d'ailleurs de voir ce qui se faisait là chez Eric Fazan ce matin, enfin cet après-midi. Après, c'est vrai qu'après on se heurte aussi à des freins. C'est accompagné dans ce type de démarche, ça nécessite aussi d'avoir des outils. Il faut qu'on réfléchisse à des méthodes pour l'accompagnement, pour essayer de lever les freins au changement. Et puis il y a aussi beaucoup de phénomènes qui sont pas simples de comprendre, et cette compréhension elle est pourtant nécessaire si on veut actionner certains leviers et aller dans le sens souhaité. Et puis il y a aussi toutes les notions de prise de risque. Moi, ça me fait pas mal réfléchir quand je viens chez vous, parce que vous avez des soutiens, vous avez des aides pour tout ça. Je pense que l'État chez vous a compris c'est l'importance de soutenir ces démarches-là. L'agriculture, elle est multifonctionnelle, on l'a dit ce matin, mais ça, chez vous, c'est rémunéré. Il y a la biodiversité, il y a, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a, Thomas, il y a pas que la biodiversité, j'ai vu, il y a aussi pour l'entretien, au niveau paysage. Voilà, ça c'est chez nous, pour l'instant, c'est encore... on avance avec la nouvelle PAC, mais voilà, c'est pas aussi pris en charge. Et on a un des freins majeurs, c'est aussi que développer des ourlets, développer des bandes fleuries, baisser les insecticides, c'est des risques, et que ces risques-là ne sont pas faciles à appréhender, et c'est un peu un saut dans l'inconnu, et c'est difficile pour les agriculteurs aussi de franchir ce cap sans filet de sécurité. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous remercie de votre attention, et puis on va laisser place aux discussions s'il y en a.